Bonjour à tous, bienvenue en direct sur France 2, ravi de vous retrouver pour suivre donc ensemble l'hommage national à Jacques Delors, dont on vient de découvrir un magnifique portrait. Jacques Delors qui s'est éteint le 27 décembre dernier, il avait 98 ans, avec ici les images en direct de la Cour des Invalides, où va se dérouler cet hommage national, présidé donc par le chef de l'État Emmanuel Macron, avec évidemment de nombreux invités, des chefs d'État et de gouvernements européens, on va les découvrir et les entendre aussi au micro de nos envoyés spéciaux. Jacques Delors aimait dire qu'il avait eu plusieurs vies. On va aussi en parler et revenir sur son héritage européen et politique. D'abord, on vous retrouve, Guillaume Daré, vous êtes sur place dans la Cour des Invalides. La cérémonie doit donc débuter dans moins d'une heure. Et vous êtes avec l'un des proches qu'on a vu dans le documentaire de Jacques Delors, c'est Pascal Lamy. Oui, Pascal Lamy qui est à mes côtés, qui va bien sûr assister à cette cérémonie. Emmanuel Macron, lui, est attendu à 11h. Il y aura un passage en revue des troupes. Le cercueil de Jacques Delors sera déposé ensuite au milieu de cette cour des Invalides. L'éloge funèbre du président de la République. Puis il y aura un moment européen, évidemment un moment particulier, puisque la garde républicaine va jouer l'Ode à la joie, l'hymne européen. Et les chefs d'État, les chefs de gouvernement présents se recueilleront avec le président de la République devant le cercueil de Jacques Delors. Pascal Lamy, vous avez été commissaire européen, directeur de l'OMC, vous avez été aussi directeur de cabinet de Jacques Delors, justement, au niveau européen. Qu'est-ce que vous retenez de lui aujourd'hui, alors que la nation s'apprête à lui rendre hommage? Beaucoup d'émotions, évidemment. Une certaine tristesse à le voir nous quitter. Et en même temps, je suis épaté par l'écho extraordinaire qu'a eu sa disparition en France, en Europe, beaucoup, dans le monde. Et donc je crois que ce qui restera, c'est un type formidable. Une vision de la France, de l'Europe ensuite, et c'est peut-être celle-là qui aura le plus marqué l'histoire. Et puis un très grand sens des humains. Ce qui me marque, on en fait beaucoup des hommages ici aux Invalides, c'est la diversité des personnalités présentes ce matin, françaises, européennes, de tous bords politiques. C'était ça aussi Jacques Delors ? Bien sûr, et le président de la République le dira tout à l'heure, c'était un réconciliateur, c'était un médiateur, c'était un homme fondamentalement bienveillant, guidé par les idées, pas par vraiment le pouvoir, ses combines, la lutte politique, il n'aimait pas ça. Mais il avait une très grande intégrité, un très grand sens personnel de ce qu'il devait apporter. Et je crois que tout ce qu'on a entendu et lu depuis une semaine montre que, encore une fois, ça va plus loin, c'est plus fort que ce que des gens comme moi, qui ont beaucoup travaillé avec lui, nous attendions. Donc on est en quelque sorte conforté, je ne dis pas heureux, mais conforté dans vos convictions. Conforté dans l'idée qu'on a bossé avec un type formidable. Merci beaucoup Pascal Lamy. Merci Guillaume, et à tout à l'heure. Et avant d'entendre la réaction de Pierre Moscovici qui est à mes côtés. Bonjour Pierre Moscovici, merci d'être là. On va retrouver Lise Vogel qui est également aux Invalides, où plusieurs gestes symboliques sont aussi prévus, c'est vrai, pour saluer la mémoire de Jacques Delors et son engagement pour l'Europe. Lise. Oui, bonjour Julien. Beaucoup de gestes et puis des invités aussi symboliques sont attendus dans cette cour pour cette cérémonie. Beaucoup de figures politiques, notamment des membres du gouvernement français. On peut citer Elisabeth Borne, d'anciens dirigeants aussi. Le président François Hollande sera là, ainsi que les anciens premiers ministres Lionel Jospin ou encore Édouard Philippe. Mais bien sûr, et Guillaume l'a dit il y a quelques instants, il y aura beaucoup d'invités européens. Des invitations ont été lancées à travers toute l'Europe, si l'on peut dire, pour tous les chefs d'État et de gouvernement européens. Ont répondu présents les présidents allemands, portugais, mais aussi plusieurs premiers ministres, ceux de Belgique, du Luxembourg et même, plus surprenant, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, figure du nationalisme en Europe, sera là pour rendre hommage à Jacques Delors. Il y aura aussi beaucoup de représentants des institutions européennes. On peut citer Charles Michel, le président du Conseil européen, ou encore Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et puis, du côté des symboles, on entendra, Guillaume l'a dit également, l'Ode à la joie, l'hymne européen au cours de cette cérémonie. Il y aura aussi, et ça c'est très important, une cinquantaine d'étudiants issus du programme Erasmus qui seront là pour faire vivre la mémoire de Jacques Delors qui a fondé ce programme d'études européen.
Merci Lise. Et à tout à l'heure, j'en profite également pour saluer les téléspectateurs de TV5 Monde et de France Info, Canal 27 qui nous suivent en direct. On a vu tout à l'heure arriver Martine Aubry, la fille évidemment de Jacques Delors. Alors on va en parler avec nos invités ici en plateau aussi de son engagement en faveur de l'Europe, son héritage, de l'homme aussi qu'il était, avec Michel Cotta. Bonjour Michel. Bonjour. Journaliste, écrivaine, Cécile Amar, journaliste également. C'est vous qui avez réalisé ce portrait assez formidable sur Jacques Delors et sur l'homme aussi qu'il était. On le découvre avec une autre facette, c'est vrai. Vous étiez d'ailleurs toujours en contact avec lui. Je crois que vous l'avez vu il y a encore quelques jours ou quelques semaines. Oui, je l'ai vu en décembre. En fait, j'allais le voir au moins une fois par mois ces 7 dernières années. Ouais, c'était mon ami. Et il a pu voir aussi le documentaire. Oui, il a vu le documentaire. Oui, le documentaire, il le savait parfaitement, était fait pour qu'il le voie de son vivant, parce que je trouvais que c'était plus joli qu'il l'ait vu, mais il savait parfaitement que le documentaire allait être diffusé à sa mort. Il m'avait appelé le soir. La première diffusion, c'est en mai 2022 pour la Journée de l'Europe. C'est diffusé tard, c'est diffusé à 22h35, donc il était resté jusqu'à 23h40. Il m'avait appelé et c'était joli, il m'avait dit « ça me ressemble ». Enfin, je crois que ça me ressemble. Non, il était, voilà. Toujours de la mesure dans ses propos. Nathalie Saint-Cric, bonjour Nathalie. Bonjour, éditorialiste politique évidemment à France 2. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bonjour Jean. Et puis bonjour. Serge Raffi, journaliste, écrivain, éditorialiste au Point. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau. Je crois que vous êtes ensuite attendu, vous aussi, évidemment, à l'hommage national aux Invalides, premier président de la Cour des comptes, ancien commissaire européen, ancien ministre aussi de l'économie. Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué. Au début du documentaire, on entend Jacques Delors dire « Peut-être j'aurais été un bon président de la République ». Est-ce que vous le pensez ? Oui, je le pensais d'ailleurs à l'époque. J'étais un de ses camarades, on dit du Parti socialiste, et je faisais partie de ses soutiens. J'appartenais à ce qu'on appelait les clubs témoins qui s'étaient lancés avec lui pour soutenir sa candidature. Et oui, je pense qu'il aurait fait un bon président de la République. Simplement, lui-même en doutait, en vérité. C'est la raison pour laquelle il en doutait, parce que peut-être doutait-il de lui-même. Je ne suis pas sûr qu'il avait le goût pour la pompe de la fonction présidentielle française, qu'il avait le narcissisme, l'égotisme, une forme de folie qui va avec cette fonction. Il doutait du soutien des socialistes, qu'il sentait trop à gauche, et il doutait aussi du soutien des centristes et de la capacité des uns et des autres à former une coalition. Il ne sentait pas la situation politique. Mais c'est vrai que, je n'ai pas vu le documentaire, mais je viens de voir quelques mots, quand il termine par des regrets. Sans doute avait-il une forme de regret, et en tout cas la conscience d'une occasion manquée. Mais bon, voilà, il n'a pas été président de la République, mais il y a une chose que je veux dire, c'est qu'il a été le plus grand président de la Commission européenne. J'ai été commissaire pendant 5 ans, et la Commission européenne, c'est quand même, il faut le voir, la pierre angulaire de la construction européenne. En tout cas, dans sa vision, dans sa méthode, et je partage ça. On va garder évidemment un œil sur le direct et l'arrivée des invités. Il y a quelques mots qui reviennent souvent, parce que les hommages sont quand même unanimes, que ce soit à droite, à gauche, au centre aussi. Les hommages pour saluer la mémoire et l'héritage de Jacques Delors, c'est la droiture. Pascal Lamy disait à l'instant, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les magouilles politiques, qui était droit, qui était intègre, qui faisait ce qu'il disait et qui disait ce qu'il faisait. Et Anne Sinclair disait, c'est l'une des dernières grandes voix. Voilà, c'est aussi ça qui nous manque, disait-elle. Est-ce que vous le pensez ? Oui. La politique n'est pas faite que de magouilles, non plus. Faut pas. C'est la politique à sa noblesse. Jacques Delors était un homme politique d'un type particulier. C'est vrai qu'il avait été peu confronté à l'élection, il avait été maire de Clichy, mais c'était pas son truc, en effet. Et au Parti socialiste, il avait un rôle particulier, qui était celui de rappeler le principe de réalité, le réalisme financier, la vérité. Mais il y a une chose qui, pour moi, est frappante. Une génération qui l'a connu, mais encore jeune. C'était le plus grand pédagogue de l'Europe qu'on ait connu. Il arrivait à rendre simple, limpide, lisible, des choses extrêmement compliquées. Et c'est, je crois, aussi ce à quoi on adhérait. Il savait entraîner par des mots qui disaient la réalité telle qu'elle était. Et il mélangeait à la fois le réalisme économique et la générosité sociale. Son Europe, elle était économique, sociale, éducative, culturelle, extrêmement vaste. Et c'est ça, au fond, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve beaucoup autour de lui. Michel Cotta, on a vu arriver Jean-Louis Bourlange à l'instant, les invités qui continuent à arriver dans cette cour des Invalides. En un mot, vous, qu'est-ce que vous retenez de Jacques Delors ? Il y a plein de choses à dire, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, d'abord ? Moi, je retiens effectivement le grand homme qu'il a été dans la construction de l'Europe. Le fait quand même qu'il n'ait pas pu faire son volet social, qu'il n'ait pas eu le temps
Bon, et aussi, ce personnage, la trajectoire de ce personnage, qui est quand même extraordinaire. On le voit commencer avec un père employé à la Banque de France, et puis on voit le côté syndicaliste, et puis après, c'est sans arrêt un itinéraire... Autodidacte aussi. Autodidacte, moins qu'il l'a dit finalement, parce qu'il a quand même participé, il lisait Keynes le soir, comme on disait, donc il a quand même beaucoup travaillé. Mais sa trajectoire est quelque chose d'unique quand même dans le monde politique français, qui fait qu'il ne s'est jamais cru exactement comme un homme politique, s'est jamais pris pour un homme politique, et à la fois, il en a été un, et on l'a vu quand même suivre les méandres de la politique française. Et on a vu l'arrivée de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. On va écouter aussi la réaction d'un homme qui a compté aux côtés de Jacques Delors. C'est l'ancien président de la République, François Hollande, enregistrement fait il y a quelques secondes à peine. Monsieur le Président, est-ce qu'il a manqué à la France en 1995 ? Non, je ne pense pas qu'il ait manqué à la France. Il a fait en sorte de lancer finalement un appel qui était celui, au moment où la gauche était en grande faiblesse, d'une remobilisation et d'un espoir qui pouvait être levé. Cet espoir, c'est Lionel Jospin qui l'a incarné et qui est devenu un candidat qui a fait un score très honorable devant Jacques Chirac et ensuite qui est devenu Premier ministre après des élections législatives anticipées. S'il n'y avait pas eu la démarche de Jacques Delors, il n'y aurait pas eu ce sursaut de la gauche, et notamment de la gauche socialiste. Et c'est en ce sens que Jacques Delors a été, par son sacrifice, par son renoncement, d'une certaine façon, utile. Voilà pour ces quelques mots du président Hollande qui est attendu lui aussi évidemment aux Invalides pour suivre cet hommage national. Jean Garrigue, peut-être un mot sur l'héritage. L'héritage. Michel Barnier est au micro de Christelle Méral. Je reviens vers vous dans quelques secondes, Jean Garrigue. À vous, Christelle. Oui, tout à fait, Michel Barnier qui est avec... Oui, Michel Barnier qui est avec nous, ancien commissaire européen. Vous n'étiez pas du même bord politique que Jacques Delors, lui de gauche, vous de droite, et pourtant vous saluez un grand d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire d'être de gauche ou de droite quand on parle de l'Europe ? À Bruxelles, on travaille à Strasbourg avec des hommes et des femmes de toutes les sensibilités pour l'intérêt général européen. Et Jacques Delors a toujours eu à la fois l'autorité et l'esprit d'équipe. Et donc oui, il était pour moi une source d'inspiration et d'admiration. J'oublie pas qu'il avait cette Europe, une idée qui correspond à la mienne, non seulement un grand supermarché, mais aussi un espace de vie économique, sociale, humaine. Il a créé Erasmus, qui est un programme formidable pour les jeunes. Il a créé la politique de cohésion, 300 milliards, 350 milliards aujourd'hui d'euros pour les régions. Et j'ai eu la charge un peu plus tard d'être commissaire pour la politique régionale. Donc il avait cette dimension humaniste et économique à la fois du projet européen. Et puis je n'oublie pas non plus, si je puis me permettre de le dire, que un tout premier engagement a été aux côtés d'un homme qui pour moi était l'homme politique que j'ai le plus admiré en dehors du général de Gaulle, qui était Jacques Chaban-Delmas, républicain, gaulliste, européen. Alors, Jacques Delors, c'était donc un grand bâtisseur de l'Europe, mais c'était aussi un grand amateur de sport, et vous avez pu le vérifier par vous-même. Il aimait beaucoup le sport, il aimait beaucoup son club du Nord, il aimait beaucoup le Tour de France. Je me souviens que Jean-Claude Killy est allé à Bruxelles le voir alors qu'il était président pour lui parler des Jeux Olympiques d'Albertville, et il nous a tout de suite soutenus. Moi-même, comme président de la Savoie, il m'avait aidé à bâtir le plan routier nécessaire pour réussir les Jeux. Et je me souviens aussi qu'il était arrivé directement de Maastricht, où il venait de signer le traité de Maastricht sur la monnaie unique pour la cérémonie d'ouverture du 8 février 92. Merci beaucoup. Merci Michel Barnier d'avoir été avec nous. Merci Christelle, et à tout à l'heure la garde républicaine qui est en train de faire son entrée dans la cour des Invalides. Je voudrais rebondir avec vous, Pierre Moscovici, sur ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas sûr que l'expression « l'Europe est un grand supermarché » aurait plu à Jacques Delors, mais ça m'amène à la question suivante. A-t-il une relation ambivalente avec la gauche, cet héritage de Jacques Delors ? Car c'est aussi lui qui, comme disait Jean-Pierre Chevènement, a infléchi de manière indélébile la trajectoire de la gauche française avec la création du marché unique, avec la libéralisation d'un certain nombre de secteurs. Je me mettrais une petite nuance avec ce qu'a dit Michel Barnier, de gauche et de droite, ça veut dire quelque chose aussi à l'échelle européenne. C'est-à-dire, on doit travailler ensemble pour construire l'Europe. Dans la Commission européenne, il y a des hommes et des femmes qui sont de droite et de gauche. Mais attention, ils sont de droite et de gauche, ils ne sont pas mélangés.
Et de ce point de vue-là, Jacques Delors était assurément un social-démocrate. C'était un socialiste particulier en France, parce que la social-démocratie n'a jamais existé dans notre pays, quelqu'un qui était attaché à des compromis entre le capital et le travail, entre le marché et le social, entre, la droite et la gauche, d'une certaine façon, sur des causes d'intérêt général, mais qui partait toujours du point de vue social-démocrate, et qui avait toujours l'idée qu'il fallait que le marché soit régulé, équilibré. C'est vrai qu'il n'a pas pu complètement construire la jambe sociale, mais c'était sa préoccupation constante. Et en France même, Michel Cottard rappelait son parcours, qui partait du syndicalisme chrétien. Il appartenait clairement à cette famille. Alors de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en France, il est resté un briseur de rêves. D'abord, il y a le tournant de la rigueur, il y a le renoncement en 94, et puis encore une fois, il y a la création du marché unique. Ça, c'est la grande question qu'il faudra un jour traiter. Est-ce que le socialisme a été fracassé par l'Europe, ou est-ce que le socialisme a une composante européenne intégrante ou intégrale? Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Europe et le socialisme, ou plutôt qu'il ne peut pas être socialiste si on n'est pas européen en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, je me suis ressenti très proche de cette grande figure qu'était Jacques Delors, même si politiquement, c'est vrai qu'il est resté dans le Parti socialiste, disons, pas tout à fait à la marge. Il a failli arriver au centre comme président de la République, mais quand même, il n'était pas le cœur du Parti socialiste, disons-le. Alors, on est à 5 mois des élections européennes qui vont compter. Il va y avoir une dimension très politique aujourd'hui dans la prise de parole du chef de l'État. Jean Garrigue, peut-on dire, d'une manière ou d'une autre, parce que lui a tenté de le revendiquer, qu'Emmanuel Macron est l'héritier, d'une certaine manière, de Jacques Delors? Non, vous savez, la question de l'héritage, c'est une question compliquée. D'ailleurs, ça vient d'être évoqué, parce qu'on a quelqu'un qui part justement de la démocratie chrétienne, qui devient un véritable social-démocrate, qui incarne ce qu'on a appelé la deuxième gauche, comme Michel Rocard à sa façon. Et donc, il va être aujourd'hui revendiqué par beaucoup qui se réclament de l'Europe. Mais n'oublions pas qu'en 2004, par exemple, il souscrit à un texte qui s'appelle le Traité pour une Europe sociale, qui avait été lancé par Pierre Laroutourou, avec Michel Rocard, et qui est une conception de l'Europe qui n'est de facto, qui n'est pas celle qu'Emmanuel Macron aujourd'hui promeut. Alors, les conditions sont très différentes, les pressions qui s'exercent de toutes parts expliquent ce qu'est aujourd'hui l'Europe d'Emmanuel Macron. Mais moi, ce que je veux retenir surtout, c'est que Jacques Delors représente une incarnation de l'Europe, quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose aussi qui le sépare de l'époque d'aujourd'hui. Je ne l'impute pas simplement à Emmanuel Macron, mais à l'époque où Jacques Delors est non seulement le président de la Commission européenne, mais le promoteur de l'Europe, il incarne quelque chose de volontariste, de très positif, une idée de l'Europe qui aujourd'hui s'est estompée. Alors, je vous donne la parole dans quelques secondes, Serge Raffi. D'abord, on va faire un petit tour par Bruxelles. Bruxelles, où l'on retrouve Valérie Astruc, notre correspondante. Valérie, vous êtes dans le hall de la Commission européenne. Un hall dans lequel les drapeaux, d'abord, ont été mis en berne et un cahier de doléances, je crois, a été mis en place avec de nombreux messages déjà à l'intérieur. Et oui, et parmi ces messages, des mots très émouvants de ses anciens collaborateurs. Vous nous avez appris l'essentiel, la force de rester droit. Un ancien étudiant du programme Erasmus, ma génération vous sera éternellement reconnaissante. Et vous l'avez dit, tous les drapeaux ici à Bruxelles, tous les drapeaux européens sont en berne. Or, sachez que Jacques Delors est un peu le père de cet emblème bleu étoilé, puisque c'est lui qui l'avait inauguré le 1er janvier 1986. Et puis vous voyez aussi son portrait, son grand portrait qui figure aux côtés de Helmut Kohl, le chancelier allemand, et de Jean Monnet, le père de l'Europe. Il est en effet un des 3 citoyens d'honneur de l'Europe, une distinction rarissime que lui ont décerné les 27 chefs d'État européens pour qu'on, je cite, sa contribution remarquable au projet européen. Et puis enfin, dans ce hall, il figure évidemment dans la grande galerie des anciens présidents de la Commission. Or, Jacques Delors n'était pas très sensible aux honneurs, m'a raconté son photographe, son ancien photographe, qui décrit un homme qui était intraitable avec les énarques et les hauts fonctionnaires, en revanche adorable avec le personnel plus modeste. Merci Valérie, ça raconte aussi le personnage. Peut-être un mot là-dessus, Cécile. Aurait-il aimé ce qui se passe aujourd'hui, cet hommage national, Jacques Delors? Il n'a jamais parlé de ça, c'est pas sa demande. Il était un peu angoissé pour la mort ces dernières années, donc il n'aimait pas les honneurs. Vis-à-vis de la mort. Oui, il était angoissé de mourir, donc il n'a pas du tout donné de consignes sur la suite, et c'est pas à sa demande. Il n'aimait pas beaucoup les honneurs, mais en même temps, il regrettait que la France lui rende pas hommage et que la France
ne soit pas... Enfin voilà, nul n'est prophète en son pays, c'est vraiment un proverbe qui lui va. Donc forcément, oui, il aurait été touché par ça. Oui, c'est bien pour lui que la France, l'Europe lui rendent cet hommage. Bien. Puis dans la cour d'honneur des Invalides, il y a eu des acteurs, machin, donc forcément, il y a aussi sa place. Une réaction brève, Guillaume Daré, vous êtes avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Oui, absolument, l'ancien Premier ministre qui est à mes côtés. Alors, qu'est-ce que ça représentait? Jacques Delors, pour vous, c'était qui? Ça représente d'abord un grand Européen qui, au sortir du gouvernement, où il avait exercé des responsabilités éminentes comme ministre de l'économie et des finances, prend la responsabilité de la présidence de l'Union européenne, enfin de la communauté économique européenne à l'époque, et l'a fait progresser de façon très spectaculaire, puisque c'est sous sa présidence qu'on va lancer par l'acte unique le marché intérieur, qu'on va préfigurer l'union économique et monétaire, qui elle-même sera la préfiguration de l'union bancaire, c'est-à-dire qu'on jette les fondements d'une Europe à la fois de la solidarité, mais également de la compétitivité, de l'efficacité économique, et une Europe qui puisse rayonner au plan international. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Guillaume. Serge Raffi, sur la proximité, parce que c'est vrai que les mots utilisés tout à l'heure par Emmanuel Macron vont être scrutés et analysés sans doute à 5 mois encore une fois des élections européennes. Je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés, Emmanuel Macron et Jacques Delors. Officiellement, non. Est-ce qu'en privé ils se sont rencontrés? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'incroyable fossé qu'il y a entre ces deux hommes. Jacques Delors, c'est l'homme qui vient quand même de la Seconde Guerre mondiale, malgré tout. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que cette génération-là, ça a été quand même, au sortir de la guerre, plus jamais ça. Et ces gens-là, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel historiquement. C'est vrai qu'il faut rappeler cette chose énorme que l'Europe a été construite par des pays dans la paix et dans la concorde. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'équivalent. Donc il faut toujours rappeler ça. Et Jacques Delors, pour moi, il représente ça. Il représente cet incroyable moment historique où des pays se sont alliés. Et donc, il sort de ça. Emmanuel Macron, il vient d'une autre histoire. Ouais. Il vient déjà de l'histoire de la Start-up Nation, etc., qui n'a pas le rapport à l'histoire européenne comme Jacques Delors. Donc c'est une grande différence. Ensuite, la grande différence, c'est que Jacques Delors était quelqu'un qui a lutté toute sa vie, il n'a pas toujours réussi, mais contre l'ultralibéralisme qui était en train de gagner année après année l'Europe. Et donc ça, quelque part, il y a une défaite de Jacques Delors, alors que Emmanuel Macron, cet ultralibéralisme, pendant longtemps, il était favorable à cette vision de l'Europe, ce qui n'était pas le cas du tout de Jacques Delors. Donc il y a cette espèce de fossé. Donc l'idée qu'il pourrait être l'héritier de Jacques Delors, Emmanuel Macron, peut-être qu'il peut récupérer un héritage, mais ça sera une captation d'héritage. Et j'en profite pour saluer François Baudonnet, en charge des questions européennes sur France Télévisions, qui nous a rejoint. Bonjour, mon cher François. Bonjour, Julien. Nathalie, il y a l'héritage de Jacques Delors. On parlait de la dimension européenne. Rappelons les choses. Il y a la monnaie unique, l'euro, qui a été lancé bien plus tard en 2002, mais c'est lui qui en est d'une certaine manière à l'origine. Il y a le programme Erasmus pour les étudiants. Il y a la politique agricole commune. Il y a le marché unique. Il y a l'espace Schengen. C'est ça l'héritage aujourd'hui, Jacques Delors. C'est des 10 années, comme disait Pierre Moscovici tout à l'heure, où les choses ont été non seulement impulsées, mais pour certaines menées à terme. Donc effectivement, il a été, pour certains qui trouvaient qu'il aurait, s'il avait été président en France, un peu eu des pudeurs régulières, n'osant pas toujours faire des choses. Là, il l'a été, effectivement, et il était unanimement respecté et connu dans le monde entier, ce qui n'était pas exactement la même chose qu'il vivait ici. Pour revenir 2 secondes sur Emmanuel Macron, ils n'ont pas du tout la même formation. Vous en avez un qui est autodidacte, vous en avez un qui naît dans un milieu très modeste, avec un père mutilé de guerre, ce qui a pour lui quelque chose qui représente quelqu'un qui sera obsédé par la formation permanente, c'est-à-dire quelqu'un qui voudra s'élever, qui aura toujours un petit complexe vis-à-vis des diplômés, des énarques, de ceux qui sortent des écoles, qui ont les cuillères en or, en argent dans la bouche. Il aura toujours ce côté un peu petit chose qui fait qu'il ne peut pas avoir le même rapport. Il était fier au moment de la loi sur la formation continue, qui était pour lui quelque chose sous Chaban, qui était quelque chose, la plus belle chose, c'est-à-dire l'injustice sociale et le fait qu'on ne devait pas être assigné à résidence par la naissance. Terme. Voilà Lionel Jospin. Avec l'arrivée de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin ici à l'écran. Toujours repris par Emmanuel Macron sur l'inégalité sociale, l'assignation à résidence, mais qui n'est pas du vécu pour Emmanuel Macron,
qui a des origines et une pensée effectivement plus libérale, plus contemporaine. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, on l'évoque depuis tout à l'heure, Jacques Delors, la construction européenne, son renoncement en 94 pour l'élection de 95, son rapport aussi aux Français et à la classe politique et à la gauche. Et aux élections, parce que tout à l'heure ça a été dit très vite. Et aux élections. Mitterrand a essayé de l'envoyer systématiquement en 74. À plusieurs élections, à Rouen, contre Chirac, en Corrèze, à Rouen, et puis à Créteil. Et au finish, il a été dans une circo de gauche. Édouard Philippe, maire de Clichy. Ici à l'image. Je vous pose la question et je redis ça parce qu'on a demandé aux Français, on s'est amusé à se promener avec le portrait de Jacques Delors et on a demandé aux Français quels souvenirs, au fond, gardaient-ils de Jacques Delors. Regardez les réactions. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans la vie politique, je pense, pour les Français et pour le Parti Socialiste, puisqu'il faisait partie du Parti Socialiste, évidemment. Pour notre génération, c'est Maastricht, c'est la première fois qu'on votait. Voilà, en 92. Et puis puis l'euro. Puis pour moi, c'est vraiment le représentant de l'Europe. Quelqu'un qui est fort dans ses principes et puis fort de ses convictions, quoi. Il y avait beaucoup de gens en France qui s'attendaient à ce qu'il se présente. Et quand il a refusé, il y a des gens qui ont été très déçus. Voilà, ça résume assez bien les choses. On retrouve Christelle Méral qui est avec Lionel Jospin alors qu'arrive ici Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Oui, Lionel Jospin, bonjour. Vous êtes... Oui, bonjour Lionel Jospin. Quel est le souvenir que vous gardez de Jacques Delors? J'ai le souvenir de son extrême exigence dans le travail, de la conscience de ses responsabilités, assorti d'une très grande simplicité de mœurs, peut-être parce qu'il était un autodidacte qui était devenu un grand expert économique et social, peut-être aussi à cause de son origine syndicale, qu'il n'a jamais reniée. Ça ne l'a pas empêché de devenir un homme d'État dans son pays, la France, et même au niveau européen. Et puis le souvenir de son intégrité personnelle. Donc cet hommage national est bien mérité. Merci pour votre témoignage, monsieur Lionel Jospin. Merci. Merci voilà, Christelle. Alors qu'on a vu arriver Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et on va retrouver Guillaume Daré avec Christine Lagarde. Oui, Christine Lagarde, qui est présidente de la Banque Centrale Européenne. Quel souvenir vous gardez de Jacques Delors? Je vais vous surprendre, mais le premier souvenir de Jacques Delors, j'avais 10 ans et lui 40. Et en fait, il assistait à une conférence qu'avait organisée mon père, qui était de la même mouvance politique que lui, au Havre. Et après la conférence, il était venu dîner à la maison. Et comme j'avais 10 ans, j'avais le droit de servir à table. Donc j'ai servi Jacques Delors à table. J'allais finir les verres dans la cuisine après aussi. Qu'est-ce qui vous a plu ensuite politiquement chez l'Européen, chez Jacques Delors? C'est un immense Européen. L'euro et nous, à la Banque Centrale Européenne, on lui doit évidemment beaucoup. Mais ce que j'admire particulièrement chez lui, c'est l'homme qui a dit oui et c'est l'homme qui a dit non. Et je trouve que c'est une solidité, une compréhension de ce qui est impératif et de ce qui est le sacrifice. Et puis la compréhension des limites aussi. Donc ça, je trouve ça remarquable. Merci beaucoup, Christine Lagarde. Merci Guillaume. On voit également arriver, on va le découvrir sur les images, François Bayrou. François Bayrou qui a eu un rôle important aussi en 94 lors de l'élection et du fameux renoncement de sa candidature à l'élection présidentielle de Jacques Delors. On l'entendra également tout à l'heure avec la classe politique qui se rassemble donc pour cet hommage national. Bienvenue à vous d'ailleurs si vous nous retrouvez en direct sur France 2. François, on a aussi vu arriver, on l'a aperçu là, à l'image, le président allemand. Il a son importance aujourd'hui, cette présence est importante. Oui, cette présence est importante. Il y a une dizaine Frank, Walter, Steinmeier. Ouais, Mon accent allemand n'est pas... Oh non, c'est bien Steinmeier. Steinmeier, voilà, on peut dire comme ça. Évidemment, c'est important parce qu'il va représenter ici la présence de l'Allemagne et aussi le franco-allemand. Et on sait que pour Jacques Delors, évidemment, les relations qu'il avait avec Helmut Kohl à l'époque étaient extrêmement importantes. Elles étaient d'ailleurs très cordiales. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avancer ensemble, et en particulier dans la réunification allemande. Plus que cordial, c'était vraiment un ami presque, Helmut Kohl avec Jacques Delors. Jean Castex, l'ancien Premier ministre, est aujourd'hui en charge de la RATP ici à l'image, alors que François Bayrou, me dit-on, est avec Guillaume Daré. Guillaume. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, même si vous êtes au centre droit, que lui était au centre gauche, que vous étiez de la même famille politique que Jacques Delors? Nous étions intégralement de la même famille politique.
Et il le savait, et je le sais bien sûr. C'était pour beaucoup d'entre nous un repère. Quelqu'un dont la simplicité de vie, l'idéal, et aussi une certaine manière de ne pas se mettre en première ligne et de regarder le destin du pays et de l'Europe, faisait pour nous tous l'unanimité. Alors il avait des adversaires politiques, parce qu'il avait choisi, comme vous savez, de ne pas isoler la France du reste des autres nations. Mais c'était vraiment quelqu'un qui, humainement, autant que politiquement, était pour nous tous référence. Merci beaucoup, François Bayrou. Merci Guillaume. Peut-être un mot quand même là-dessus sur la proximité entre François Bayrou et Jacques Delors, Michel Cotta, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une main tendue de Delors vers François Bayrou, qui avait déjà pris position pour un certain Édouard Balladur. Et donc, certains disent, ce renoncement, c'est aussi un peu en raison de François Bayrou. Évidemment, Jacques Delors a dit à Anne Sinclair, lorsqu'il a renoncé, qu'il n'était pas sûr d'avoir les voix du centre. Et c'était effectivement à François Bayrou et aux centristes qu'il faisait allusion et qui avait négocié ou qui était en train de négocier avec Balladur. Mais qui est sûr finalement d'une élection? Il y a, comme disait François Mitterrand, mais on peut reprendre les relations entre François Mitterrand et Jacques Delors qui sont compliquées. Qui est jamais sûr d'une élection? Donc peut-être qu'il aurait eu le centre, peut-être que Bayrou aurait été contraint à dire ce qu'il vient de dire maintenant, c'est-à-dire qu'ils étaient de la même famille. Le centre a été effectivement capital, le refus du centre a été capital dans le refus. Et ce qu'était le PS à l'époque, hein. Quand même, le Parti socialiste, c'est pas qu'il risquait de ne pas être soutenu, c'est qu'il savait très bien, comme il disait, je ne veux pas mentir aux Français. C'est-à-dire qu'il avait peur de ne pas avoir et le soutien du centre et le soutien d'une partie de la gauche du Parti socialiste. Il aurait eu le soutien pendant l'élection, mais peut-être pas ensuite. Oui. Alors, on va réécouter justement ce qu'il en dit, et après on écoutera Cécile Amar, réalisatrice de ce documentaire, Pierre Moscovici qui était avec nous, qui est maintenant aux Invalides. On va réécouter ce moment où Jacques Delors parle de ce renoncement de 94. Écoutez-le. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Avec l'arrivée ici de Charles Michel, le président du Conseil européen. On a également vu tout à l'heure Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Je parle sous votre contrôle, évidemment. Mon cher François. Cécile Amar, comment parlait-il de cette décision qui avait surpris, c'est vrai, les Français, le peuple de gauche en 94 ? Ce qu'il regrettait, en fait, c'est pas tant de ne pas être candidat. Ce qu'il n'a pas mesuré à l'époque, il le disait à la fin. Pardon, Martine Aubry, ici, à l'image, avec son petit-fils, l'unique petit-fils de Jacques Delors. C'est l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils. Il a une petite fille, Clémentine. L'unique arrière-petit-fils, voilà, de Jacques Delors, c'est ce que je voulais dire. Cécile. Ce qu'il regrettait, au fond, c'est qu'il n'a pas mesuré quand il dit non, et pour des raisons politiques, et qu'il n'est pas candidat. En fait, pour lui, c'est pas la fin de sa carrière et c'est pas la fin de la politique. C'est ça le profond regret qu'il a. J'arrive pas à parler de lui à l'imparfait, je suis désolée. Mais c'est ça pour lui. C'est qu'en fait, une fois qu'il dit non, en fait, dans le système de la Ve République, vous étiez favori, vous n'êtes pas candidat, c'est fini. Plus personne, vous n'avez plus de rôle politique. Or lui, il a 69 ans à l'époque et il va rester 30 ans de sa vie où il n'a plus rien. Après, je voulais juste faire une précision sur est-ce qu'il est l'héritier d'Emmanuel Macron. Je suis désolée, mais non, il n'est pas du tout l'héritier. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas du tout son héritier, ni sur le plan européen, ni sur le plan français. Il ne comprenait pas Emmanuel Macron. Juste, je vais vous donner une anecdote symbolique. Pardon. Non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Emmanuel Macron aimerait bien être l'héritier, je crois, de Jacques Delors. Juste, c'est vraiment quelqu'un, il ne comprenait pas, en fait, Emmanuel Macron. Ils ont non seulement rien à voir. Je me souviens très bien, en fait, quand Emmanuel Macron est élu, la photo officielle, il y a le rouge et le noir. Et je me souviens, je vois Jacques Delors
juste après l'été 2017. Il m'a dit, mais je ne le comprends pas. Donc je me suis dit, peut-être qu'en relisant Le Rouge et le Noir, je vais comprendre. Donc il est relu, puis il m'a dit, Julien Sorel, non, je ne vois pas. Voilà tout le rapport à l'argent, en fait, son héritage politique. Pardon, Cécile Amar, ils avaient peut-être un point commun. Tous deux pensaient à la recomposition du paysage politique au centre. Oui, mais pas du tout de la même façon. C'est-à-dire, Jacques Delors, jusqu'à la fin de sa vie, il est adhérent du Parti socialiste. Il est adhérent de la CFDT. S'il y a un héritage de Jacques Delors qui correspond non seulement son héritière, vous la connaissez, vous l'avez vue, elle est à l'image, et c'est aussi son héritage politique, il pensait la même chose qu'elle, mais c'est la CFDT. Moi, j'ai discuté des heures et des heures pendant le mouvement des retraites. Il était tellement fier de Laurent Berger, tellement fier. Voilà. Marie-Lise Léon, qu'on a vue tout à l'heure, il l'a vue en novembre parce qu'il voulait la connaître, parce qu'il lisait Syndicalisme Hebdo. C'était ça, sa vie. Et on va retrouver Charles Michel, qui est avec nous en direct. Oui, avec nous donc Charles Michel. Vous aviez de l'admiration pour Jacques Delors ? Oui, parce qu'il appartient à cette génération des bâtisseurs. Après les pères fondateurs, Jacques Delors, avec François Mitterrand, avec Helmut Kohl, ils ont contribué à forger une Europe de l'intégration économique, une Europe de la zone euro également. Tous ces projets qui, quelques années auparavant, apparaissaient absolument inimaginables et irréalistes. Et aujourd'hui, quelque part, on est tous les héritiers, tous ceux qui croient dans un projet européen ambitieux, solide, tourné vers les citoyens, vers l'avenir. On est quelque part les héritiers de Jacques Delors. Alors comment vous interprétez la présence aujourd'hui de Viktor Orban, qui représente le nationalisme que n'aimait pas finalement Jacques Delors ? Vous savez, le Conseil européen, c'est 27 pays avec des gouvernements qui sont issus d'élections. Et moi, je travaille pour l'unité. Dans un moment tel que celui-ci, je pense que l'on doit plutôt porter l'unité, le combat pour une Europe qui pèse dans le monde, qui a un impact géopolitique. Et pour cela, il faut se mettre d'accord à 27. Et Jacques Delors avait cette expérience. Parce que le Jacques Delors, il y avait déjà de grandes batailles autour de la table du Conseil pour prendre des décisions en termes d'intégration économique ou de projet Erasmus, par exemple, qui est une des grandes réussites de Jacques Delors. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci Christelle. Merci Christelle. C'est vrai qu'on aperçoit ici le clan Delors, sa fille, son gendre, sa petite fille Clémentine et puis son arrière-petit-fils qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Il y a quelque chose qui est assez marquant dans le documentaire, Serge. C'est le moment où Jacques Delors parle de sa fille Martine Aubry. Il dit « elle est meilleure que moi ». Et il dit, je le pense vraiment, au fond, elle est meilleure que moi. Quand Martine Aubry devient ministre numéro 2 du gouvernement Jospin, où elle a des pouvoirs gigantesques, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'elle commence à être présidentiable. C'est-à-dire qu'à partir de 97, elle est l'héritière de Jacques Delors. C'est-à-dire que même son opération manquée de la présidentielle. L'arrivée de Viktor Orban, ici le Premier ministre hongrois, symbole fort de sa présence, qui s'est invité à cet hommage national, accueil un peu froid par la ministre des Affaires étrangères, mais c'est un signal important, c'est le leader des mouvements nationalistes en Europe, avec cette montée des extrêmes qu'on voit un petit peu partout en Europe, à maintenant 5 mois des élections présidentielles. Donc ça raconte aussi les fractures qu'il y a en ce moment au sein de l'Europe. Il est le symbole, Orban, de l'évolution de l'Europe. Jacques Delors, ça a été dit par Charles Michel, c'est le bâtisseur. Donc on pourrait dire que c'est l'époque de l'Europe heureuse. Donc il vivait quand même avec une économie plutôt stable, etc., qui était en construction. Et ensuite, elle a été à 10, 12, voire 15 après. Mais ça a explosé tout ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des ennemis de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et regardez, hasard des choses ou du protocole, l'arrivée juste derrière d'une pro-européenne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est saluée ici par la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Oui, justement, je voulais revenir sur cette idée d'incarnation. On a quelqu'un qui, une génération, d'ailleurs, c'était important de le dire, c'est générationnel, une génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a un père qui a été mutilé dans la Première Guerre mondiale et qui veut construire une Europe de la paix, mais une Europe qui a une âme. Et donc une incarnation. Et Jacques Delors, il a incarné cette Europe avec quelques autres, y compris d'ailleurs François Mitterrand et Helmut Kohl, mais il a incarné cette Europe. Et si vous comparez aujourd'hui avec la figure de quelqu'un comme Madame von der Leyen, avec tout le respect qu'on peut lui devoir, on n'a pas du tout ce charisme, on n'a pas du tout cette incarnation. Et c'est ça qui me semble très très important, avec aussi cette image d'intégrité. La Commission européenne en direct sur France 2. Quelques secondes, ça va être à nous. Voilà, c'est à vous.
Voilà, donc avec nous, Madame von der Leyen. Donc, vous étiez souvent en contact avec Jacques Delors. Quel était l'état de vos relations ? Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à Jacques Delors. Son héritage est immense. Jacques Delors a créé l'Union européenne comme nous la connaissons, avec son identité propre, avec sa propre monnaie, l'euro. Et avec Erasmus, par exemple, le programme d'éducation européen pour la jeunesse, en somme, Jacques Delors a donné une âme à l'Union européenne. Et c'est ce qu'on commémorait ici. C'était un modèle pour vous ? Oh, il était pour moi un exceptionnel et un vrai modèle parce que son exemple m'a appris beaucoup. Merci. Merci, voilà pour ces quelques mots de la présidente de la Commission européenne. C'est vrai qu'au fond, François, il avait la stature d'un chef d'État, même si protocolairement, quand on est président de la Commission européenne, on est un peu chef d'État, mais sans en être un. Oui. Il avait cette stature-là en Europe. Et ce qui m'a marqué, je suis arrivé à Bruxelles longtemps après qu'il ne soit plus président de la Commission européenne, mais c'est qu'en fait, il comptait toujours. Et effectivement, il incarnait, bien qu'il n'était plus en fonction, il incarnait cette Europe. Et aujourd'hui, là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit arriver tous ces présidents européens. Il y a le président de la Commission, il y a le président du Conseil, il y a la présidente du... Gabriel Attali, c'est le ministre de l'Éducation nationale, et Martine Aubry. La présidente du Parlement européen. Et finalement, on a le sentiment, alors que c'était l'idée du traité de Lisbonne en 2009, justement, qu'on puisse incarner au contraire cette Europe, qu'il y ait un président ou une présidente qui incarne cette Europe, ben finalement ça fonctionne assez peu. Alors il y a Ursula von der Leyen qui, je dirais, sort un peu son épingle du jeu, en particulier parce qu'elle a subi un certain nombre de crises, en particulier le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Oui. Mais sinon, effectivement, encore aujourd'hui, il manque cette incarnation à la tête de l'Europe. Mais quand même, cette image, pardon de revenir là-dessus, Viktor Orban présent à l'hommage national de Jacques Delors. Viktor Orban qui, dans la perspective des Européennes, a lancé une grande consultation dans son pays pour dénoncer les technocrates européens. Je ne suis pas sûr que Jacques Delors aurait apprécié sa présence. Si, je pense que s'il y a un sens à la présence du chef d'État hongrois, c'est que Jacques Delors était partisan d'un fédéralisme et d'un fédéralisme des États. C'est-à-dire qu'il a longuement plaidé, souvent, l'identité de la France n'était pas menacée par l'Europe, c'était le contraire. Et à mon avis, si Orban est là, ça veut dire l'identité de la Hongrie ne doit pas être menacée par l'Europe. Donc moi, je crois qu'au contraire, c'est très significatif, sa présence aujourd'hui. Jacques Delors parlait d'une fédération d'États-nations. C'était les termes qu'il employait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a plaidé, on le rappelle aussi, pour l'adhésion à l'époque des pays de l'ex-bloc soviétique et pour l'adhésion d'un certain nombre de pays du Sud. Je voudrais qu'on revienne aussi quand même sur sa relation avec sa fille Nathalie Martine Aubry. On évoquait tout à l'heure cette phrase qu'il utilise dans le documentaire. Au fond, ma fille est meilleure que moi. Elle sait mieux faire. C'était étrange de dire ça. C'est sa fille. Bon, c'était sa fille unique puisque son fils est mort à 29 ans d'une leucémie et que ça a été un drame pour la famille, comme dans bien des familles. Ensuite, elle avait fait plein d'études. Alors, c'est vrai qu'elle avoue elle-même dans votre documentaire qu'elle a passé 68 à aller au cinéma et aller en gros 2 fois par jour à rien faire, à tel point que son père l'a inscrite dans un cours sténodactylo. On voit mal Martine Aubry, sténodactylo. Bon, bref, ça voit mal Christine Lagarde finir les verres dans l'arrière-cuisine, comme elle l'a dit tout à l'heure, par ailleurs. Jacques Delors le finissait avec elle, c'est tout ce qu'il faut savoir. Non, il était effectivement en extase et elle l'aimait profondément. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Moi, je me souviens, un jour, elle me dit, vous savez, quand on a eu un père comme ça, c'est difficile de trouver un homme. Entre guillemets, un mari, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une espèce de... Ça se voit dans les images, il y a une façon de se parler, il y a une espèce d'affection. Et il faut d'ailleurs préciser qu'il a toujours eu des femmes importantes et puissantes autour de lui. Et quand il parlait de sa mère... Quand il parlait de sa mère, on se dit que sa mère, ça devait, vous voyez, ça devait chauffer régulièrement. Quand par hasard on faisait des bêtises, que sa femme, bien qu'il dise qu'elle ne l'a jamais freiné à quoi que ce soit, Marie, caractère basque, je ne sais pas si ça veut dire de caractériser les gens en fonction des régions, mais Marie était quelqu'un qui existait et elle s'est retrouvée aussi avec sa fille après. Donc si vous voulez,
quelquefois, il levait les yeux au ciel, du genre, je les adore, mais mon Dieu que c'est fatigant d'avoir des femmes puissantes, comme dirait Léa Salamé, autour de soi. Et vous parlez de l'époux, du mari de Martine Aubry, on l'a vu, c'est le monsieur avec les cheveux blancs, qui se trouve ici, Lionel Jospin, avec le grand rabbin de France, on l'a vu tout à l'heure, et Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre. On a vu son mari, qui s'appelle Jean-Louis Brochen, et qui est le mari depuis maintenant bien longtemps de Martine Aubry. Les confidences de Martine Aubry sur Trouver un homme, c'était il y a 30 ans. Hein. Non, mais elle l'a trouvé, et elle est très amoureuse de lui, et leur couple va magnifiquement bien. Il était très proche de sa fille, elle était très proche. Là, elle a passé la dernière... Enfin, il est mort le mardi matin dans son sommeil la nuit. La journée du lundi, il est avec Martine. Enfin, ils étaient hyper liés. Nathalie a raison. Donc, ils étaient liés avant, mais à la mort de son frère, il ne reste plus qu'elle. Qui a été le drame de sa vie, vous le racontez très bien dans le documentaire. Le drame de sa femme en 2020. Mais oui, bien sûr, il a perdu. Ils étaient très liés et ils parlaient de tout. Ils avaient une relation... fusionnelle, comme il avait une relation fusionnelle avec Clémentine, qu'on a aperçue tout à l'heure, sa petite fille qu'il adorait, et avec ses arrière-petits-enfants. Ils ont dit... Voilà, la famille, c'était vraiment... C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a une phrase que j'ai retenue. Il dit « L'amour, la tendresse, la famille, au fond, est une société à elle seule. » Je crois que ça raconte aussi le personnage qu'il était. C'est quelqu'un qui était extrêmement religieux, et la famille, c'était vraiment ce qu'il avait, y compris... la politique, à un moment donné, basculait dans la politique. Ce qui lui posait problème, c'est justement qu'il allait moins voir Marie, sa femme, qu'il allait moins voir les enfants. Enfin voilà, il a essayé tout au long de sa vie de continuer, alors qu'il avait une carrière immense, à s'occuper d'eux, parce que c'était ça le plus important. Est-ce que Martine Aubry était plus à gauche que Jacques Delors? Pardon de dire ça, mais parce qu'on sent que quand vous lui posez la question, elle dit oui, pour moi ça a toujours été un homme de gauche, mais... On sent que la question s'est posée. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Moscovici, sous Chabon avec la nouvelle société. Et puis après, le tournant de la rigueur, la construction européenne avec le marché unique qui avait heurté une partie de la gauche. Serge Raffi. En 97, pendant la cohabitation de Jospin avec Chirac, elle est quand même la créatrice des 35 heures. Donc il y avait quand même une volonté. Mais c'est lié aussi à la politique de Lionel Jospin. C'est-à-dire pendant cette période-là, bien sûr, qu'il y a eu une période très à gauche, qui était liée aussi à l'histoire du Parti socialiste. On a vu qu'au cours des mois et des mois du mandat de Lionel Jospin comme Premier ministre sous Jacques Chirac, cette politique-là s'est légèrement infléchie, comme toujours. On voit toujours à peu près le même scénario de la gauche, c'est-à-dire une première période où on distribue beaucoup, et une deuxième période, parce qu'il y a la rigueur budgétaire justement liée à l'Europe, eh bien, où le gouvernement socialiste a aussi serré les vis, qui d'ailleurs l'a fait perdre en 2002. Voilà, on évoquait le clan Aubry, le voici, hein, avec Clémentine ici, avec l'écharpe rouge, son petit-fils, Pascal Lamy avec le chapeau, et puis le mari de Martine Aubry, alors qu'on aperçoit ici Laurent Fabius du Conseil constitutionnel, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Michel Cotta. Je voulais raconter que Jacques Chirac, par exemple, ne s'y était pas trompé sur la différence qu'il y avait entre Jacques Delors. Il n'a jamais cru que Jacques Delors allait se présenter. Et je me rappelle que dans les mois qui ont précédé la campagne de 1984, il disait « J'aurais vraiment peur de Martine Aubry. Si Martine Aubry se présentait, ça, elle a vraiment des chances. Jacques Delors, je n'y crois pas. » Donc c'était vraiment la différence entre la pugnace, Martine Aubry quand même, et peut-être la trop pugnace par moment, et puis les interrogations, les atermoiements, les interrogations sur la vie politique de demain, etc., de Jacques Delors. C'est vrai que sa fille était sûrement une combattante politique, alors qu'il a été plutôt un combattant social. Et on va retourner du côté de Bruxelles, où nous attend toujours Valérie Astruc, qui est montée un petit peu dans les étages pour nous faire visiter les coulisses, la coulisse qu'on ne voit jamais. Le Saint des Saints, c'est le bureau de la présidence. C'est cela, Valérie? Voilà, nous sommes au 13e étage et ici, vous pouvez découvrir la fameuse table du collège. À l'époque de Jacques Delors, ils étaient 13 commissaires à siéger autour de lui. Il était assis ici, il disposait de cette petite sonnette qui permettait d'ouvrir et de clôturer la séance. Et puis, il disposait d'un instrument très nouveau à l'époque, l'ancêtre de l'oreillette,
qui permettait d'écouter les autres commissaires dans leur langue maternelle avec la traduction. Et vous l'avez dit, donc sur cette table ont été prises de grandes décisions comme le marché unique, la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Europe. Jacques Delors était très calme, très précis, se souviennent ses collaborateurs. Il dormait très peu lors des nuits de négociations. Eh bien, il s'absentait à la fin juste pour dormir 1 heure. Et puis chaque matin, le premier journal qu'il lisait, c'était l'Équipe, grand amateur de cyclisme. Merci Valérie. C'est vrai que François, vous me racontiez tout à l'heure dans la coulisse que 25 ans après, il n'y a pas une conversation où le nom de Jacques Delors n'apparaît pas. Il est là tout le temps dans les conversations et dans l'imaginaire des uns et des autres à la Commission. Vrai. Il a vraiment énormément marqué. Je crois que c'est parce que Elisabeth Borne, la première ministre, qui fait son arrivée. Il avait une façon différente d'être président de la Commission européenne. D'abord parce qu'il respectait beaucoup ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, et ça avait été très apprécié. Il respectait en particulier les chefs d'État. Il avait de très bonnes relations, on l'a dit, avec Helmut Kohl, mais aussi avec Felipe González, l'Espagnol, ou Bettino Craxi, l'Italien. Mais il savait, ce qu'on n'a peut-être pas su faire les suivants, il savait, je dirais, prendre l'autorité nécessaire pour être président de la Commission européenne. Président de la Commission européenne, c'est un poste très difficile, parce que vous êtes quand même choisi, même si vous êtes élu par le Parlement, vous êtes choisi par les chefs d'État, donc vous leur êtes redevable. Donc vous ne pouvez pas faire exactement le contraire de ce qu'ils souhaitent. Et à la fois, si vous ne prenez pas l'autorité nécessaire, vous ne faites rien, parce qu'ils ne seront jamais d'accord. Et lui, il avait su positionner la Commission européenne comme... alors à l'époque, c'était la Commission des communautés européennes, c'était pas la Commission européenne. Il avait su positionner la Commission européenne comme une institution forte, et il pouvait tenir tête dans certains cas au chef d'État. Avec l'arrivée ici dans la Cour des Invalides, à proximité, juste devant la Cour des Invalides plus exactement, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Jean Garrigues. Oui, cette idée de la collégialité dont on parlait tout à l'heure, dans les raisons qui ont été fournies de son renoncement pour l'élection présidentielle de 1995, il disait qu'il avait peur de se retrouver seul. Quand vous êtes président de la République, vous êtes seul à décider, alors qu'en tant que président de la Commission européenne, d'abord il y avait des décisions collégiales, et puis il avait les États autour de lui. Et ça fait partie, avec le fait que, justement qu'il n'était pas dévoré par cette ambition politique, ça fait partie des explications de son renoncement. Avec le fait qu'il pouvait être désiré, voulu, et qu'il avait besoin d'être désiré. C'est-à-dire qu'il savait très bien que le PS ne voulait pas spécialement de lui. Et je crois, pour en avoir discuté moi une seule fois, je ne sais pas comme c'est dit, que dans sa tête, il préférait, mais ça aussi c'était il y a 20 ans, donc il n'avait peut-être pas l'amertume qu'il pouvait avoir à la fin de sa vie, de se dire, si j'avais voulu, j'aurais pu, plutôt que de se confronter à un désaveu ou un désamour des Français. Et c'est pour ça, quand on disait tout à l'heure sur les élections, les élections ont quelque chose d'extrêmement violent, c'est qu'on vous dit on veut pas de vous, on vous aime pas, vous dégagez, et qu'il gardait en tête qu'il aurait pu, et que c'est une façon plus agréable de vivre ou de vieillir qu'en se disant... Et c'est vrai que Mitterrand et Chirac, on en discutait avec Michel, pensaient qu'il l'appelait, se moquait de lui régulièrement en évoquant les démissions successives, les états d'âme. Guillaume Darry avec Gérald Darmanin. Pardon Nathalie, je vous coupe quelques secondes et je vous redonne la parole. Guillaume. Gérald Darmanin, qu'est-ce qui représentait Jacques Delors? C'était pas votre bord politique, mais il représentait quoi pour vous? On voit qu'il réunit beaucoup de personnalités aujourd'hui. D'abord, quand on fait de la politique jeune militant, on avait des images d'hommes politiques très impressionnants, avec des grands engagements internationaux, qui ont servi la France. C'était le cas de Jacques Delors auprès de François Mitterrand, auprès de la gauche. Donc c'est évidemment quelqu'un qui mérite un énorme respect, une construction européenne sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui et qu'il faut consolider. Et puis moi, d'un point de vue plus personnel, j'ai une relation amicale, même si elle n'est pas politique, avec Martine Aubry, et j'ai une pensée évidemment pour elle. Je sais qu'elle était très attachée à son père, qu'elle l'a beaucoup accompagnée, et je suis aussi là pour Martine Aubry. Oui, parce que vous êtes ministre de l'Intérieur, mais élu aussi de cette même région. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Guillaume. Je voulais juste dire en disant sur Chirac et Mitterrand, il considérait qu'il était trop tendre, trop émotif. D'ailleurs, il se moquait quelquefois de lui en disant le bruit courait qu'il donnait sa démission tous les matins, à tel point que Jacques Delors a été obligé de spécifier qu'en 36 mois, il l'avait donné que 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus, et que c'était 3 fois, pas plus. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'expressions et une façon de regarder Jacques Delors comme un grand sentimental et pas forcément comme une espèce de brute comme une bête capable d'aller au bout. Le cateau avec le péché, je ne peux pas mentir. Alors qu'on sait très bien qu'en général, dans les campagnes électorales, c'est quand même pas mal de choses. Quelque chose d'assez répandu de dire... Il y a une phrase de Mitterrand au moment où justement on parlait de la candidature de Delors.
il voudrait être un président nommé. C'est-à-dire pas élu, il avait peur de l'élection. Et finalement, c'était vrai. L'analyse et de Chirac et de François Mitterrand était vrai. Il y a eu un recul devant l'élection au suffrage universel. Peut-être d'ailleurs. Il y a quelque chose d'assez frappant, c'est quand même une forme d'union nationale, pas tout à fait, puisqu'il n'y a pas les représentants de l'extrême gauche et de l'extrême droite avec le Rassemblement national, mais quand même, la droite et la gauche sont là aujourd'hui pour lui rendre hommage. On a vu la quasi-totalité du gouvernement, Clément Beaune pour les transports, Olivier Dussopt, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Bruno Le Maire, bref. La quasi-totalité du gouvernement est présent. Le président de la République doit arriver maintenant dans quelques secondes. On va en profiter pour vous retrouver, Lise. Lise, vous êtes dans les coursives de cette cour des Invalides, juste au-dessus des invités. On voulait vous retrouver car c'est vrai qu'un hommage, on parlait tout à l'heure des passions de Jacques Delors, il y avait le football, mais il y a aussi la musique. Et un hommage particulier, un clin d'œil particulier lui sera rendu tout à l'heure. Oui, exactement, Julien. À l'issue de cette cérémonie, 2 morceaux chers au cœur de Jacques Delors résonneront dans cette cour d'honneur des Invalides pour accompagner la sortie des familles. Il s'agira de morceaux des jazzman de génie qu'étaient Coleman Hawkins et Sonny Rollins, car Jacques Delors aimait profondément le jazz et pas seulement. Il était aussi féru de cinéma. Il aimait le cinéma français. Il citait régulièrement les réalisateurs Claude Sautet, Jean Renoir ou encore Marcel Carnet. Il adorait également le cinéma américain et là son film culte c'était Citizen Kane d'Orson Welles, mais le cinéma qu'il aimait par-dessus tout c'était le cinéma italien et là de Fellini à Visconti en passant par Ettore Scola, il avait absolument tout vu. Il disait qu'il voyait de nombreux films par semaine sauf à l'époque où il était président de la Commission européenne, mais c'était vraiment 2 passions qui occupaient une place importante dans sa vie. Avec le sport évidemment, on doit parler de sa passion pour le Tour de France et puis surtout pour son club de football fétiche, le LOSC, le club lillois. Bien. Merci Lise. On va swinguer. Vous êtes prêts? On va swinguer tout à l'heure à la fin de l'hommage national. Non mais... Hein, d'une certaine manière... 2 morceaux de jazz. Voilà, oui, mais ils sont assez... C'est des morceaux, pour les avoir écoutés, qui sont assez lents. Et émouvant, c'est pas... Non, mais on va pas se mettre là dans ces moments, mais ça a été choisi. Évidemment. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est évidemment présent. Cécile, je voudrais vous poser une question, parce que vous dites, quand on a préparé cette émission, vous dites, Jacques Delors suivait l'actualité comme personne. Ouais. Il ne sortait plus... Il était malade, il était affaibli, il suivait l'actualité, il avait un avis sur tout. Ma question est la suivante. Comment voyait-il aujourd'hui cette Europe qui se fracture, l'Europe qu'il n'avait pas décidé de construire? Il était triste sur l'Europe, mais ouais, non, juste, je vais le dire, parce que si on est diffusé sur France Info, il suivait et il adorait la chaîne d'info France Info. Faut le dire, il trouvait qu'elle était calme. C'est bien de le dire. Parce qu'il il regardait... Il n'était pas fan des débats d'éditorialistes sur les chaînes info. Il n'aimait pas ça, les gens qui parlaient de trucs, machin. Mais il regardait la télé, il suivait le monde à travers les journaux. Et la télé, l'Europe... vous l'avez dit tous, les uns et les autres. Je vous pose la question aussi parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent, au fond, cette Europe-là... Nous, on n'en veut pas. Mais l'Europe actuelle, c'est pas ça qu'il voulait. Il avait parfaitement confiance qu'en fait, lui, ça avait été plus facile parce qu'il y avait 10 pays ou 12 pays. Il voyait bien qu'à 27, ça marchait plus. Oui. Voilà, il voyait bien que c'était pas possible. Il voyait bien qu'il fallait pas élargir indéfiniment. Voilà. Sur le fond, pour ceux qui connaissent les débats européens, ce qu'il aurait voulu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les coopérations renforcées. C'est-à-dire, on va sur certains sujets avec les pays qui veulent bien. Une Europe réduite, mais avec des coopérations renforcées avec les autres. Oui, avec plusieurs vitesses. À plusieurs vitesses, parce qu'il voyait bien, et puis il était meurtri. Enfin, non seulement il était catho, mais l'idée qu'il y ait une âme européenne, c'était quelque chose qui était important pour lui. Et il voyait bien qu'aujourd'hui, les pays, ils sont là pour défendre leur point de vue à eux. Comment voyait-il la montée des nationalismes Il était très inquiet. Il disait et du Rassemblement national en France. Il était très inquiet. C'est quelqu'un qui a été profondément marqué par les années 30. Voilà, par la montée du fascisme. Et donc, il disait tout le temps, il y avait une expression, il disait « Aujourd'hui soufflent les mêmes vents mauvais ». Voilà. Après... Il était inquiet parce qu'il voyait bien les élections en Italie. Moi, je me souviens très bien d'avoir discuté avec lui après les élections Hollande. Après,
il essayait, en tout cas, ceux qui voyaient à la fin, il essayait de nous dire, bon, c'est pas sûr qu'il y ait le fascisme en France et c'est pas sûr qu'on revienne aux années 30. Mais il était inquiet. Il trouvait que la France reculait dans le monde. Et oui, les vents mauvais, c'est vraiment l'expression qu'il avait. Que le nationalisme était quelque chose qui n'était pas forcément le mauvais nationalisme. C'est-à-dire qu'il fallait respecter une dose de nationalisme ou d'âme nationale, de manière à ne pas déboucher sur un nationalisme délirant. C'est pour ça que sa vision de l'Europe, à une époque où tout le monde considérait que le nationalisme était un gros mot d'extrême droite, il avait cette conscience-là. Et on découvre ici Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, en discussion avec Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste, donc hongrois. François, non, parce que la présence des chefs d'État et de gouvernement étrangers nous rappelle aussi, on l'évoquait tout à l'heure brièvement, que Jacques Delors avait une figure de chef d'État, et c'est vrai qu'il a rencontré les grands de ce monde pendant sa présidence de la Commission européenne. Est-ce qu'il avait ses favoris? Est-ce qu'il avait on parle notamment du pape qu'on va découvrir à l'image. Il appréciait particulièrement le pape. Oui, peut-être que moi là-dessus, j'avoue. Non, si. Et juste, alors, sur le pape, il avait une passion absolue. Oui, mais il avait une passion absolue pour le pape François. Oui. Les encycliques, elles seront lues demain, un certain nombre d'entre elles, à son enterrement familial. Mais les encycliques du pape, il était profondément religieux. Il ne pouvait plus, à la fin de sa vie, aller à la messe parce qu'il ne sortait plus, mais il y avait un prêtre qui venait tous les dimanches discuter avec lui. Et ce pape-là, il avait adoré Jean-Paul II, qu'il voyait quand il était président de la Commission, mais ce pape-là, un pape qui défend les réfugiés, un pape qui... Enfin, c'est vraiment... Il en était tellement fier, il en parlait des heures et des heures. Les encycliques entières, Fratelli Tutti, il les a lues, il les commentait, enfin voilà, c'était... Voilà, ce pape-là, ça lui a fait tellement plaisir que ce soit lui. Parce que l'âme de l'Europe, elle vient de l'après 1945. Ça a commencé avant, mais Victor Hugo et autres. Elle vient de l'après 1945 de deux familles qui sont les démocrates chrétiens et les sociodémocrates. Et lui, il a la confluence de ça. C'est ça qui est passionnant dans sa vie. C'est qu'il commence, c'est d'abord un chrétien, c'est d'abord un militant syndicaliste chrétien à la CFTC, à la CFTC, et qu'il transforme en 64 à la CFDT. Et ensuite, il se convertit assez naturellement, il passe à la social-démocratie, et au fond, il est vraiment l'incarnation de cette convergence de ces familles. C'est pour ça qu'ils sont là, et pouvant revendiquer d'une certaine manière l'héritage, mais que lui, il a fait cette convergence, et il a été donc le cœur et l'âme de l'Europe. C'est ça qui est fascinant. Avec des différences quand même, avec des différences avec la gauche catholique, par exemple, chevènementiste. Chevènement avait des mots très durs à son endroit. Il disait Delors a infusé en France une dose de libéralisme supérieure à ce qui était possible par la voie légale. Et pourtant, Chevènement avait un grand respect pour Jacques Delors. Michel Cottard. Respect pour Jacques Delors. Enfin, il était en opposition constante avec lui. Il a été au gouvernement. Il a été notamment contre lui au moment de la crise, du retour à la rigueur. En plus, on ne peut pas dire que l'Europe, c'est son thème favori. Et donc, quel que soit le respect pour Jacques Delors, effectivement, il souligne que le libéralisme, la libre concurrence, la loi du marché a quand même pénétré en Europe facilement. Grâce à Jacques Delors, ou à cause, Jacques Delors, lequel voulait par ailleurs donc faire ce fameux volet social, mais qui n'est jamais venu. Donc effectivement, ça a déséquilibré l'Europe d'un côté où ne voulait pas aller Delors, mais où son mandat est terminé trop tôt. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Jean Garrigue. Je crois que c'est très très important de comprendre ça. C'est-à-dire que cette période-là, Elisabeth Borne, il y a un rite. À l'image et sa vapoteuse, devenue maintenant célèbre, le problème, l'a utilisée à l'Assemblée nationale. De l'âme de l'Europe, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit incarnée. Jacques Delors l'a incarnée à un moment précis. Et pour moi, le symbole de l'incarnation de cette Europe-là, c'est Verdun. C'est l'image de François Mitterrand et Helmut Kohl se tendant la main sur le champ de bataille où des Allemands et des Français sont tombés. Aujourd'hui, quels sont les rites qui font que les peuples européens peuvent se retrouver Alors, il y a eu Erasmus, c'est formidable. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rites. D'ailleurs, c'est pas seulement en Europe, je parle en France aussi, les rites disparaissent, etc. Du coup, il n'y a plus d'incarnation et il n'y a pas de symbolique.
François. On donne, et je suis le premier à le dire ici, toutes les qualités qu'avait Jacques Delors, et il y en avait beaucoup, mais c'était quand même un peu plus facile à son époque aussi. Oui, absolument. D'abord parce qu'aujourd'hui, on est 27. Quand il a commencé, il y en avait 10, c'était quand même beaucoup plus simple. On a parlé de l'Europe heureuse. Voilà, il y avait effectivement, il y avait des chefs d'État qui le soutenaient. Les choses, je ne dis pas que les choses étaient simples, mais les choses étaient beaucoup plus faciles quand même à son époque, où aujourd'hui, l'Europe est non seulement attaquée de l'extérieur, et on n'en a pas encore parlé, mais on a quand même une guerre sur le continent européen avec la guerre en Ukraine, et elle est attaquée, et on en a beaucoup parlé avec Viktor Orban, aussi de l'intérieur, avec Viktor Orban, et la montée des nationalismes. Alors, vous voyez que tout le monde est en place, la garde républicaine, les invités, il est 11h06, si je ne m'abuse, 11h10, voilà, quelques minutes de retard pour le président de la République qui va arriver, dans un contexte aussi, il nous reste quelques secondes pour le dire avant le début officiel de cet hommage national, un contexte particulier parce que quand de remaniement. On a vu l'intégralité des ministres présents, c'est vrai. C'est une sorte de secret de polichinelle. Donc on nous a dit que ça allait s'accélérer entre aujourd'hui et lundi. Donc on voit tous ces gens. Je n'ai pas fini ma question, vous partez tout de suite. Mais... vous savez, dès qu'il s'agit de rabaisser le débat, je suis toujours partante. On parle de Jacques Delors et je vous fais de la politique politicienne. Non, il y a un certain nombre de gens qui ne seront plus ministres assez rapidement. Donc pour lesquels c'est peut-être leur dernier hommage aux Il paraît invalides. Que ça pourrait même arriver entre maintenant et demain. Il paraît. Donc on a une première ministre qu'on dit quand même largement en sursis, et en sursis court. Et puis on voit, c'est amusant, puisque dans les gens qui sont annoncés ou qui sont cités, même s'il y a toujours des erreurs dans ce qu'on dit, on voit Sébastien Lecornu à côté d'Elisabeth Borne, ministre de la Défense dont on parle. On a vu Bruno Le Maire, dont on dit qu'il pourrait, même si ministre de Macron ne peut pas le supporter, s'entend mal avec lui. On cite Richard Ferrand, on cite plein de gens. Et on cite notamment aussi ceux qui risquent de passer à la casserole. Bien. Et ils sont là, donc pour eux, cette cérémonie doit avoir un goût un petit peu particulier. On a terminé, Nathalie. Merci, ils sont là, les membres du gouvernement. Non, plus sérieusement, le Premier ministre, la Première ministre est sur place, on l'a vu tout à l'heure. On a vu beaucoup d'anciens Premiers ministres, Laurent Fabius, qui est aujourd'hui... Jean Castex, j'ai essayé de les reconnaître en même temps. Laurent Fabius, c'est une éliminatoire. Clément Beaune. Voilà, Clément Beaune, Gabriel Attal, le ministre de la Justice, Olivier Dussopt, le ministre de l'Agriculture également. Voilà, merci de m'aider. Et on attend le président de la République, dont le convoi est en route depuis l'Élysée. Entre l'Élysée et les Invalides, c'est quelques minutes. Et vous voyez voilà, le convoi du président de la République qui est en train de traverser le pont Alexandre III avec en arrière-plan le Grand Palais. L'Élysée est au fond, à quelques centaines de mètres, et qui va franchir cette grille pour entrer dans la cour des Invalides avec cet hommage national dont qu'il va présider dans quelques secondes. Plusieurs clins d'œil, plusieurs temps forts. Il y aura évidemment la prise de parole, l'hommage, un clin d'œil aussi à son engagement européen avec l'Aude à la joie, qui est l'hymne européen et qui va résonner dans cette cour des Invalides. Et puis un groupe de jazz qui va interpréter deux mélodies et deux chansons en fin de cérémonie. Et puis des étudiants Erasmus aussi. Des étudiants Erasmus. Oui, qui seront présents, une cinquantaine d'étudiants qui sont présents à cette cérémonie. Oui, je ne voudrais pas jeter une ombre négative sur la cérémonie, mais ce qui est très frappant, c'est que vous avez là un hommage rendu par des europhiles à quelqu'un qui a incarné l'Europe dans une période où, il faut bien le dire, l'europhobie et plus encore que l'euroscepticisme sont quand même en train de gagner dans la société. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de la manière dont ils percevaient cette montée des nationalismes et ce scepticisme d'un certain nombre d'Européens par rapport à cette construction. Et puis ce que dit François Bauzonnet est tout à fait vrai à la décharge du président de la République, qui va parler dans quelques minutes. L'Europe, les enjeux aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. L'époque de Jacques Delors, le sujet essentiel, c'est l'économie. Il n'y a pas de danger extérieur, on n'est pas dans une période très dure. Aujourd'hui, les grands problèmes, ils sont posés, on les connaît tous. L'immigration, la sécurité, la guerre, les coups de boutoir qu'on reçoit des grandes nations. Même les États-Unis, les Américains ne sont pas des fous furieux de la défense de l'Europe. C'est quelque chose de très complexe. Je ne parle pas des Chinois, je ne parle même pas. On est vraiment dans une situation, je ne dirais pas assiégée, il ne faut pas non plus exagérer, parce que l'Europe a prouvé qu'elle pouvait être forte. On l'a vu pendant la période du Covid. Mais ces enjeux-là, ceux-là, ce ne sont plus les mêmes.
Avec l'arrivée du président de la République et son épouse Brigitte Macron, qui salue, comme le veut le protocole, la première ministre Elisabeth Borne, la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. Je ne vois pas tous les visages. Qui salue ici le chef d'état-major des armées, et qui va saluer également le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad, qu'on voit ici au premier plan. Présentez. Ça.
président de la République qui salue Martine Aubry, son époux, leur fille Clémentine, petit-fils et leurs proches. Ici avec le président allemand, Charles Michel, le président du Conseil européen, à côté de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'ensemble des représentants des institutions européennes. Ici, la poignée de main avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Qui a un rebond à la sourire, comme on peut le voir. Mark Rutte, le futur ex-Premier ministre néerlandais. Et Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, avec à ses côtés la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Reposez. Hein? Repos. Présentez. Hein?
Reposez. Arme. Repos. Le 27 décembre dernier s'est interrompu son chemin. Un chemin de vie qui ne s'est jamais conformé, dans aucun des tournants du siècle, aux habitudes ni aux attendus. Oui, la vie de Jacques Delors fut faite de chemins de traverse, loin des routes peuplées et des itinéraires connus. Vie de défrichage courageux, d'intuition visionnaire, de travail, de compagnonnage. Vie de chemin et de courant, qui sinue dans les ruelles de Ménilmontant, football sur les terrains vagues et parler argot, qui passe par les sillons des champs de Corrèze, de Paris, ses lieux d'action et de décision, de Clichy, de Bruxelles, de tant de capitales de notre Europe, puis de Paris et sa rue Saint-Jacques. Ces chemins tracent un parcours de méritocratie républicaine. De grands-parents paysans à une mère chapelière, un père employé de la Banque de France, qui lui donne ce goût de l'effort. Sur ces chemins, comme une boussole, sa foi de servant de messe qui l'ouvre à son prochain et qui instille en lui le sens du devoir avant le goût du pouvoir. Et cette parole grave de son père, mutilé de la Grande Guerre, lourdement invalide, il faut réconcilier. Alors, des flancs du Massif central jusqu'aux marches de l'hémicycle européen, Jacques Delors ne se lassa jamais d'explorer pour réconcilier. En éclaireur. De frayer des alternatives, de bâtir des ponts, marchant toujours vers cet horizon immuable qui comptait pour lui par-dessus tout la dignité humaine. Là résidait sa conviction profonde, nourrie par ses cercles de pensée catholiques, inspirés d'Emmanuel Mounier. Entre la dictature des masses et l'impérialisme de l'individu, il existe une autre voie, celle de la personne, avec sa liberté d'engagement, sa responsabilité à l'égard de la société. Oui, il existe cette voie humaniste, européenne, la sienne. Le combat de Jacques Delors consista d'abord à réconcilier avec elle-même une société bloquée. Par le syndicalisme, au sein de la CFTC puis de la CFDT. La politique n'avait jamais compté parmi ses passions de jeunesse. Les pronostics du Tour de France, les tournois de basket, le jazz à plein volume, le LOSC, Dieu, oui, mais pas la politique. Ces projets d'adolescents étaient peuplés de haute couture, de journalisme, de 7e art. Et les responsables politiques apparurent d'abord à ses yeux comme les fautifs de la débâcle de 40, dans la douleur, la honte cuisante de voir son pays jeté sur les routes. Mais le destin est patient. Alors, ses talents de conciliateur, rapidement, font de lui
un responsable remarqué, apprécié. Petit à petit, Jacques Delors gravissait les échelons à la Banque de France, où il était entré comme rédacteur, en même temps qu'il s'affirmait dans son syndicat. Le soir, à la lueur des lampes, après ses journées à la banque, il ouvrait ses polycopiers et ses manuels, étudiait les théories des plus grands économistes, conquérant l'un après l'autre les concours internes. Bientôt représentant au Conseil économique et social, il attira l'attention de Pierre Massé, commissaire général au plan, qui le prit avec lui, rue de Martignac. Il fallait réconcilier, encore. Concilier ses aspirations de gauche avec celles d'un gaullisme qui, après 1968, cherchait à se régénérer. Choisir le Premier ministre Chaban-Delmas en 1969, plutôt qu'une gauche qui paraissait défaite pour longtemps. Construire avec lui ce projet d'une nouvelle société, puis continuer comme premier conseiller social de Matignon. Car c'est dans ce giron qu'il trouva le mieux à développer, à ce moment-là, ses convictions. Moderniser la société, replacer la justice au cœur du travail, développer une politique contractuelle à base de négociations collectives pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu la chance d'étudier de continuer à apprendre leur vie durant. Ils participent en première ligne à la création de la formation professionnelle continue. Réconcilier toujours. Réconcilier les Français avec leur travail, leur montrer qu'il est aussi un chemin de dignité de la personne et d'émancipation. Par le savoir, la formation tout au long de la vie, pour que le labeur quotidien ne soit pas le lieu de la servitude des forces morales et physiques, mais de leur accroissement, de leur épanouissement. Réconcilier davantage. Jacques Delors adhère au Parti socialiste des Assises de 1974, en pleine ouverture, afin de l'aider à opérer son grand basculement vers l'économie sociale de marché, à construire une force politique d'alternance crédible. Et comme il accompagnera le mouvement des transcourants 10 ans plus tard, dans ce même refus des querelles de clans. Avec Rocard, Chapuis et plusieurs autres, Jacques Delors était de ce sang neuf qui venait irriguer la rose de 1974, y apporter sa propre veine syndicale et chrétienne, y insuffler l'élan d'un réformisme nouveau. Jacques Delors ne croyait pas au grand soir. Il croyait aux aubes patientes, à la négociation au long des jours, au dialogue social, par-delà les oppositions politiques. Sonne 1981, l'année de la victoire de son camp, l'année du grand souffle, l'année des bourrasques économiques aussi, alors que l'inflation gronde, que le franc vacille et doit être dévalué par 2 fois. Ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors tient bon. Il lance contre l'inflation des mesures difficiles, mais efficaces. Il ose la fin de l'indexation des salaires sur les prix, accompagne les grandes nationalisations du gouvernement Mauroy, assume le tournant de la rigueur et ses restrictions budgétaires. Quand l'année suivante, il perd son fils tant aimé, le journaliste Jean-Paul Delors, drame intime et déchirant, il fait face. Puis en sa femme, Marie, son pilier, en sa fille, Martine, sa fierté, en sa petite fille, Clémentine, sa joie, la force de tenir bon. La semaine suivante, il est de retour au Conseil des ministres, ravagé, mais présent, toujours. Car la France connaît alors des jours difficiles. La guerre des 2 roses divise le socialisme et entre 2 chemins, le pays hésite. Au crépuscule des 30 Glorieuses, les sceptiques de l'Europe tentent de convaincre le président Mitterrand de s'éloigner des contraintes et les visiteurs du soir frappent à la porte de l'Élysée, chargés de noirs présages. Jacques Delors est là, encore, main dans la main avec Pierre Mauroy,
et se bat comme un lion avec quelques autres pour défendre sa vision européenne de l'économie, défaire les Cassandres, maintenir la France dans le projet commun. Ce fut là sans doute l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983. Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France avec l'Europe. Rendre possible l'idéal européen en ne cédant rien au réel, en s'y confrontant. En 1985, la présidence de la Commission européenne est vacante. C'est la candidature de Jacques Delors, alors maire de Clichy, et fort de son mandat passé de député européen, qui est retenu. Tant de décennies après la Grande Guerre, le fils d'un poilu corrézien va tenir entre ses mains le projet d'un continent. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Hannah Arendt. Le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais. Pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes. Et réconcilier l'Europe avec son avenir. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner trait par trait. Avec la confiance et le soutien constant du président Mitterrand et du chancelier Kohl, une décennie durant. De notre Europe, disait-il, elle nous appartient autant que nous lui appartenons et il nous appartient de poursuivre. Héritage sur lequel veillent inlassablement depuis 30 ans les 3 instituts auxquels il a donné son nom. La libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux. Le marché unique et son acte unique reposant sur un immense travail d'harmonisation avec tous les acteurs de la société civile. L'Europe du dialogue social réconciliant patronat et syndicats. L'union économique et monétaire. L'euro dont il pose les bases. La Banque centrale européenne qu'il fait aboutir en mobilisant tous ses talents de négociateur. L'Europe de la croissance et de la solidarité qui ne laisse personne sur le côté, soutient les régions les plus défavorisées par des programmes d'aide et de cohésion. Une Europe consciente de la nécessité de s'élargir et s'approfondir simultanément, qui conçoit l'intégration par la convergence graduelle d'accords d'association en programmes d'aide massifs. Une Europe désireuse de se réformer pour conserver des institutions efficaces, garder sa liberté d'intégration et d'action. Une Europe qui pressent l'impératif d'une triple soutenabilité économique, sociale et environnementale, enjeu de souveraineté majeur de notre siècle. Une Europe de la culture aussi, celle d'Erasme, de Kant, de Stendhal et de Zweig, pour laquelle il inventa les programmes Erasmus, afin que nos jeunesses se connaissent, apprennent à comprendre, plus que la langue de l'autre encore, sa pensée. Une Europe unie dans sa diversité, réunifiée, balayant les vestiges du rideau de fer, accueillant l'Allemagne de l'Est dès le lendemain de la chute du mur, pavant la voie de la réunification avec les pays d'Europe centrale, orientale et baltique. Rarement, notre Europe n'aura tant progressé. Et avec ses équipes, ses compagnons de route, plusieurs des dirigeants ici présents pour lui rendre hommage, et sous le regard de plusieurs dirigeants d'Europe, je remercie pour leur présence aujourd'hui à nos côtés. Il aura fait avancer comme peu d'autres notre continent. Jacques Delors, durant ces années, est partout, se démultiplie, va trouver chaque État membre. Au rythme de 180 voyages par an, il écoute, parlemente, négocie, convainc, engage des bras de fer, invente des compromis et des concessions nécessaires, parle aux puissants du monde, grands parmi les grands,
8e membre du G7, inspirateur et aiguillon des chefs d'État et de gouvernement, leur interlocuteur et leur conscience. Modernité toujours actuelle de son triptyque, la compétition qui stimule, la solidarité qui unit et la coopération qui renforce. Une Europe plus souveraine, plus unie, plus forte, qui trouve là son identité. Jacques Delors n'aura jamais été président de la République française. Le 11 décembre 1994, il dit non au rendez-vous de l'élection présidentielle, droit dans les yeux de 12 millions de Français qui espéraient un oui. Dans ses paroles, dans ses silences, se devinaient des blessures tues et une fidélité absolue à ses idéaux. La destinée collective primant sur le destin individuel, le sens du devoir au fond, le menait, une fois encore, à l'écart des chemins où on l'attendait. Et ce sens du devoir accompli, que célèbre l'Aude à la joie de Schiller, dont Beethoven tira sa 9e symphonie, et l'Europe son hymne, ce sens du devoir accompli, ces paroles, Jacques Delors les connaissait par cœur. Alors, quelques mois plus tard, dans son bureau du Berlaymont, à Bruxelles, ces mains qui avaient forgé l'Europe, écrit l'histoire, signé des traités décisifs, rapproché les peuples, ces mains ont refermé leurs dossiers et remis de l'ordre autour d'elles. Soigneusement, comme elles faisaient toutes choses, elles ont rassemblé ces objets familiers. Quelques exemplaires de l'équipe, sa première lecture matinale depuis toujours, une lampe de mineur, une médaille d'honneur de la négociation, souvenir de l'une des grèves les plus dures de l'histoire syndicale à laquelle il avait mis fin. L'affiche du film Citizen Kane d'Orson Welles et une grande photographie de Jean Monnet. Tout cela, Jacques Delors l'emportait avec lui. Mais il laissait quelque chose de plus grand, d'indéplaçable, d'intangible. Une empreinte française et européenne. La possibilité d'une social-démocratie d'émancipation. La possibilité d'une Europe unie, celle de Schengen, d'Erasmus, de Maastricht, soudée par des valeurs communes, de Compostelle aux Balkans, de l'Atlantique à la mer Noire. Et la force de transformer l'espoir en histoire. Mais je me suis trompé. Le 27 décembre dernier, son chemin ne s'est pas interrompu. Non. Jacques Delors nous a juste passé le relais. Et beaucoup d'entre vous ici avaient pris la suite et continué par vos combats à la tête de nos institutions européennes, de vos gouvernements, de vos États ou dans notre pays à le poursuivre. Ce chemin, son chemin, se poursuit. Un chemin difficile, chemin de crête, qui s'éloigne des facilités et des faux semblants, toujours en déséquilibre, et qui tient la nation et l'Europe, la force économique et la justice sociale, le réel et l'idéal ensemble, enfin réconciliés. Oui, tel fut le chemin intranquille de ce grand Français, de cet honnête homme européen, Jacques Delors. Vive l'Europe, vive la République, vive la France.
Détachement interarmé. Garde à vous. Présentez. Armes. Aux morts. Allons aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étoile sanglant élevé, l'étoile sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes juger ces féroces soldats? Ils viennent juste dans égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, 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 qu'un seul but enlève l'ancillon. Reposez. Armes. Repos. La Marseillaise interprétée par le chœur de l'armée française et désormais va retentir l'hymne européen interprété par l'orchestre de la garde républicaine. Garde à vous. La musique de la garde républicaine qui va jouer l'Aude à la joie, qui est donc l'hymne européen. Et les chefs d'État européens qui se mettent en place. Oui, on a vu le président allemand, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Non, c'est Ursula von der Leyen qui s'installe, la présidente de la Commission européenne, qui viennent près du cercueil, au cœur et au centre de cette cour des Invalides. L'hymne européen interprété par la musique de la garde républicaine, l'Aude à la joie, qui était à l'origine un poème écrit en 1785, qui est surtout connu pour être le final de la 9e symphonie de Beethoven, composée en 1823. C'est en 72 que le morceau est adopté par le Conseil de l'Europe, et en 85, il devient officiellement
hymne européen. Même si le refus de la Constitution en 2005 fait qu'en fait, il n'est pas officiellement l'hymne européen. Et l'idée est de reprendre aussi les paroles et la symbolique du poème de Friedrich von Schiller qui célébrait les valeurs communes et aujourd'hui les valeurs communes des pays européens. Voilà, ici Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, précédemment au FMI, et puis évidemment ancienne ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy. On voit la symbolique de l'arc de cercle qui rappelle l'image européenne. Ici à l'image, la présidente du Parlement européen, Charles Michel, pour regagner sa place, Ursula von der Leyen. Et place maintenant à la musique. Là aussi, c'est un clin d'œil et un hommage aux passions de Jacques Delors, le jazz. Avec d'abord Body and Soul, un standard de jazz écrit en 1930. Garde à vous. Présentez. Armes.
profiter de ces quelques notes de musique, 2 morceaux qu'adorait évidemment particulièrement Jacques Delors, Body and Soul, et le deuxième To a Wild Rose, qui est du compositeur américain Edward McDowell. Le jazz et le cinéma italien qui étaient les 2 grandes passions de Jacques Delors. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette grande édition spéciale. Merci à Jérôme Revon pour la réalisation et ces images aux Invalides, à Damien Piroli ici au siège de France Télévisions. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Jean Garrigue, je rappelle votre livre, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Le voici ici, cette histoire Payot pour la maison d'édition Michel Cotta. Ma cinquième République, évidemment, c'est pas ma 5e l'école. Le voici l'image de votre livre. C'est absolument passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de souvenirs. Voilà, lisez-le, c'est très bien. Et Michel Cotta a plein de souvenirs politiques à vous partager. Cécile Amar, votre documentaire qu'on a découvert tout à l'heure, Jacques Delors, itinéraire d'un Européen, qui est disponible en replay sur la plateforme France TV, ainsi que votre livre qui s'appelle L'homme qui ne voulait pas être roi. Serge Raffi, avec un peu d'avance, on vient de le voir, Serge Raffi, Moi l'homme qui rit, consacré à François Hollande, ainsi que votre CD, tiens, Bivouac. Et j'ajoute que l'on peut retrouver votre édito dans Le Point cette semaine, Macron, Delors, la captation d'héritage. On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que c'est une question importante. Nathalie, L'ombre d'un traître, très beau livre aussi à découvrir dans les librairies. Et puis j'en profite pour dire un merci tout particulier à Sébastien Vibert, Caroline Thébault, Anne-Laure Caillé, Caroline Corbasson et Charlotte Leloup pour la préparation de l'émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques de France 2. Tout de suite, Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Jarry. Merci mon cher François. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le journal de 13h. À tout à l'heure.